Lundi 31 juillet 2023, Madame, Monsieur, bon début de semaine à tous. Merci de continuer à suivre votre magazine Kiosque sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Très heureuse d'être devant vous pour animer ce magazine Kiosque. Alors avec nos deux invités ce matin, Christian Moleka et Pascal Owondje, nous allons donc revenir sur l'ouverture des Jeux de la francophonie, 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le contour de ces Jeux, les discours du chef de l'État, les participants et les infrastructures, nous allons donc analyser avec et commenter avec nos deux invités. Autre sujet d'actualité, c'est le franc congolais qui regagne progressivement sa valeur sur le marché d'échange. La porte-parole du chef de l'État a indiqué une appréciation de 15%. Un dollar s'échange à 23 000 francs congolais. Mais curieusement, sur terrain, les prix des denrées alimentaires, les prix de biens restent inchangés. Analyser, commentaire, c'est avec nos invités. Voilà. Pascal Owondje est déjà avec nous. Nous sommes dans l'attente de Christian Moleka. Pascal Owondje, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Gisèle Etoko. Bonjour également à nos différents téléspectateurs. Rendez-vous respecté chaque lundi. Nous voici, même gymnastique, ils doivent même comportement, même attitude. Donc, obligé de toujours analyser objectivement pour l'intérêt de nos différents téléspectateurs. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler jeu de la francophonie, 9e jeu à Kinshasa. C'est un pari gagné, hein. Ça entre dans la vision du chef de l'État, dans le bilan, allais-je dire. Pari gagné, oui, mais qui ne raconte pas les assentiments de Pascal Owondje. Comment ça? Oui, parce que je n'apprécie pas la francophonie du fait que je ne sais pas apprécier la politique française en Afrique. Et de mon point de vue, j'ai toujours l'impression que c'est une stratégie française pour continuer à s'imposer sur les pays africains. Et quand vous regardez aujourd'hui le monde et comment il fonctionne, surtout l'Afrique, comment elle fonctionne, vous vous rendrez compte que les pays francophones sont sous domination, sous néocolonialisme pratiquement. Alors maintenant, à travers la francophonie, je crois que c'est une fenêtre que la France a trouvée pour davantage continuer à nous coloniser. Oui, vous parlez des infrastructures, vous parlez de la réussite. Je dis bien, ça j'apprécie. Vous savez, pas longtemps ici, j'étais en train d'énumérer le nombre d'infrastructures construites ou réhabilitées. Avant d'en arriver, parce que vous venez de soulever un mot, vous dites que vous êtes... vous n'appréciez pas la politique française en République démocratique du Congo. Mais dans le discours du chef de l'État, il a dit qu'il a salué la solidarité des pays francophones vis-à-vis de la RDC qui est agressée par des pays voisins qui convoitent ses richesses. Là, c'est le point de vue du chef de l'État. Ici, il s'agit du point de vue de Pascal Owondje. Moi, je dis ceci. Je ne sais pas apprécier la francophonie du fait de la mauvaise politique de la France sur l'Afrique. Voyez-vous, jusqu'ici, l'Afrique, enfin, la France continue à dominer sur les pays africains, surtout les pays francophones. C'est de ce point de vue que je ne sais pas beaucoup, moi, apprécier la francophonie. Voyez-vous, je trouve qu'il s'agit d'une fenêtre ouverte par la France pour continuer à s'imposer sur l'Afrique à travers ces pays membres de la francophonie. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, ces jeux-là m'intéressent moi. Ils m'intéressent peu, ces jeux. Lorsqu'il faut, si nous devons analyser la cérémonie, nous devons analyser l'effort fourni par la République démocratique du Congo pour réussir ces jeux, là, on commence par là d'abord. C'est autre cas. Donc, l'effort, oui. Pas longtemps ici, je le disais, que l'élan qu'on a pris, et là aussi, il faudrait que j'ouvre une petite fenêtre, l'élan qu'on a pris pour réhabiliter, construire les infrastructures ici, si ce cap plutôt était gardé pour la construction de notre pays, je pense que dans un laps de temps, on peut changer beaucoup de choses. C'est possible. Je parle d'une expérience.
Vous allez vous rendre compte qu'avec Joseph Kabila, c'était avant l'organisation de la francophonie, parce qu'on a organisé, je crois, en 2012. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé, on a eu quelques infrastructures ici, entre autres le boulevard, parce que les travaux ont commencé en 2009, 2010, 2011, et puis 2012, on organise la francophonie. C'est pendant cette période seulement qu'il a posé certains actes au pays. Et vous allez vous rendre compte encore, avec Félix Tshisekedi, que c'est avant l'arrivée du pape. L'arrivée du pape, on a réhabilité les routes. Et maintenant, pour le jeu de la francophonie, on a réhabilité les infrastructures. Alors, je dis, si on avait cette volonté, comme on le fait à chaque fois lorsqu'il y a des événements, on peut changer beaucoup de choses au pays. D'accord, j'apprécie ce qui est fait. Et je vous ai toujours cité. Je vous cite souvent l'université de Kinshasa, je suis sorti de là. J'ai vu dans quelles conditions nous avons laissé cette université. Et aujourd'hui, quand vous allez, je ne parle pas des facultés, mais au moins des homes, et la piscine, ainsi de suite, vous verrez que ça donne une autre image. Vous venez ici au niveau du stade de Tata Raphaël. Mais c'est une autre image. Et il y a beaucoup de sites comme ça, quand vous allez vous rendre compte que le travail a été très sérieusement fait. Et c'est encourageant, c'est vrai, c'est encourageant. Tout en encourageant, j'interpelle en même temps qu'il faudra qu'on garde le cap là, que cela ne soit pas fait simplement parce que nous avions des visiteurs qui allaient nous voir, nous avions des jeux que nous allions organiser, mais qu'il soit ainsi pour la vie quotidienne des Congolais et spécifiquement ici des Kinois parce que nous sommes à Kinshasa. Alors moi je résume votre interpellation en disant que c'est par manque de volonté, c'est par négligence. Résumez mon interpellation comme quoi Pascal n'est pas très intéressé par les jeux de la francophonie. Non, là fait, on parle, non, je résume. Hein? Du fait de la mauvaise politique de la France sur les pays africains. Oui. Et des deux, Pascal apprécie la construction des infrastructures, mais au moins il dit que cela soit gardé dans le temps, qu'on garde ce rythme, de construire alors finalement le pays tout entier de cette manière-là. Et on va changer les pays. Les dans pays un réellement modernisés. Voilà. Alors, c'est par négligence peut-être que d'autres infrastructures sont dans... Je ne comprends pas pourquoi souvent on laisse le temps et on s'engage seulement lorsque nous avons des événements. Voilà. On reste d'abord dans la forme de l'organisation et puis nous allons entrer dans les fonds pour ne pas faire perdre nos téléspectateurs et auditeurs. Christian Molika, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans la forme de la tenue des Jeux de la francophonie. C'était une réussite, un pari gagné. Vous avez également apprécié, comme tout le monde. Oui, j'ai beaucoup apprécié le lancement notamment des Jeux. Comme je l'ai dit peut-être dans notre plateau, l'intérêt de Jeux, c'est également de vendre l'image du pays. Et donc pendant le laps de temps, il y a quand même, si vous avez suivi les médias internationaux, un regard qui a été lancé sur le pays, un regard plus ou moins positif. On a souvent l'habitude de nous plaindre du Congo bashing, c'est-à-dire lorsqu'on parle du Congo à l'international, on ne parle que des mauvaises choses, la guerre, les déplacés de guerre, ainsi de suite, et qu'il y a très peu de success stories, c'est-à-dire des histoires réussies que l'on vend du pays. Et la francophonie, c'est un moyen pour le Congo également de vendre quelque chose qui a réussi, un modèle de réussite, et qui peut inspirer d'autres opportunités pour le pays. Maintenant, je suivis mon co-débatteur parler de l'intérêt de la francophonie comme organisation, au-delà du jeu. Je crois qu'entre États, nous devrions, de mon point de vue, savoir qu'il y a ce qu'on appelle en sens politique les aires d'influence ou les ondes d'influence. Les ondes d'influence, c'est vrai, ça tourne autour d'un leadership, la francophonie tourne autour du leadership de la France, mais c'est une zone d'influence dans laquelle un État peut savoir jouer. Ça veut dire que le Congo aujourd'hui est en guerre, le Congo a besoin d'États alliés pour qu'au niveau des cercles de grandes décisions, à savoir l'ONU, l'Union européenne notamment, que la question congolaise soit portée. Et pour cela, il faut avoir des alliés. Donc appartenir à des grands ensembles, qu'ils choisissent de la francophonie ou de l'espace anglophone comme le Commonwealth, ou peut-être dans le BRICS demain, ça vous permet également de construire des passerelles pour d'autres combats en termes diplomatiques et de soutien. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le président en a profité, si vous suivez son discours au stade, de mettre en lumière la question congolaise et de solliciter tacitement un soutien diplomatique. Ça sert également à ça. Appartenir à des grands ensembles, c'est une zone d'influence, c'est vrai, de la France,
Mais c'est également de construire des réseaux de soutien diplomatique qui vous permettent, notamment à l'ONU. Mais en étant membre, Christian Moudek, est-ce que ces soutiens, on les sent vraiment par rapport à la situation qui vit la RDC avec l'agression dans sa partie Est? Il y a une différence entre appartenir au réseau et les politiques étrangères d'un pays. Maintenant, si nous voulons influencer la politique étrangère de la France comme État, au-delà du fait que nous partageons avec la France l'appartenance à un même réseau, ça c'est une autre question. La France comme État a des éléments de politique étrangère dans la sous-région qui font que la France est engagée en Mozambique, pas l'État français, hein. Total est engagé en Mozambique, l'affaire Delgado, et qu'au Mozambique, c'est l'armée rwandaise qui sert des éléments de sécurité pour sécuriser les investissements pétroliers de Total au Mozambique. La France a un projet pétrolier, Total toujours en Ouganda. Et là également, la France a sécurisé ses relations avec Museveni, avec qui il a un projet économique pétrolier. Donc, ça sont des questions de politique intérieure. Maintenant, c'est nous, comme Congo, comme État, de proposer également des éléments qui nous permettent de consolider les alliances stratégiques. Les alliances ne font pas pour les beaux yeux. Les alliances, c'est fort pour les intérêts économiques seulement. Donc, nous devons être capables, nous, comme État, de vendre nos intérêts stratégiques, accompagner les intérêts économiques d'autres. On ne peut pas demander aux États de ne pas avoir d'intérêt. Concrètement, comment va se les gens le suivent, hein? Concrètement, mais concrètement, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'on ne pourra pas tout résumer ici sur un plateau. Prenons un exemple simple. Le Congo également a du gaz méthane, non? Le côté rwandais et ougandais, dans les lacs, on exploite du gaz. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les côtés congolais, on n'exploite pas? Qu'est-ce qui manque au Congo de mettre en place des mécanismes clairs pour que les gaz qui se trouvent dans les lacs soient exploités? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi on ne met pas en place un mécanisme pour que ce soit les grands majors, notamment comme Total, qui viennent gagner des parts des marchés et que ce soit un élément qui permet d'asseoir derrière des éléments de stratégie? C'était nous. Si le Congo n'exploite pas son gaz jusqu'à aujourd'hui, alors que l'Ouganda exploite, alors que le Rwanda exploite, c'est un choix du Congo. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons. Si nous ne savons pas nous positionner pour garantir des points d'injection d'intérêt économique, les autres les font. Ça veut dire le Rwanda sait se positionner en servant de bouc émissaire sécuritaire au Mozambique à Delgado pour garantir les intérêts économiques des Français. L'Ouganda donne l'accès à son gaz au pétrole à Total pour se positionner. Le Congo veut quoi? Le Congo veut qu'on l'aide simplement. Entre l'État, on ne s'aide pas, on ne s'aide pas. Entre États, ce sont des intérêts. Donc si nous ne mettons pas les intérêts, nous pouvons beau pleurer, dire tout ce que nous voulons, eh bien ça ne changera pas. Il faut aller en profondeur des choses. Alors le chef de l'État a salué la solidarité des pays francophones sur au sujet de la RDC qui est agressée dans sa partie Est, mais beaucoup de gens aussi ont remarqué l'absence des chefs d'État des pays voisins francophones, comme la République centrafricaine, comme le Burundi, comme le Congo-Brazzaville. Alors, quels commentaires vous pouvez faire par rapport à cela? Déjà, il y a un problème d'agenda, c'est qu'au même moment, il y avait un sommet Russie-Afrique, où beaucoup de chefs d'État étaient partis, je crois 44 chefs d'État étaient en Russie pour le sommet. Le Congo devait y aller, le président envoyait Jean-Pierre Bemba. Et donc, il y a ce sommet-là qui a fait que beaucoup de chefs d'État étaient là-bas. Ensuite, il y a... je crois qu'un élément, notamment pour la région, les tensions entre nous et Brazzaville, rappelez-vous tous les propos qui ont tourné, d'ailleurs j'ai vu un point de presse entre Patrick Muyaya et le ministre brazzavillois autour de l'investissement rwandais à Brazzaville, et donc depuis un certain temps, il y a une forme de tension qui ne dit pas son nom entre nous et Brazzaville, donc ça peut laisser penser également pourquoi le président brazzavillien n'est pas venu. Ensuite, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a un coup d'État militaire qui vient de se réaliser au niveau du Niger, et donc il y a certainement beaucoup de pays qui sont également attentifs à ce qui se passe dans la sous-région, à ce qui se passe au Nigeria, au Niger plutôt, et qui intéresse forcément la Côte d'Ivoire, qui intéresse le Sénégal, qui intéresse le Mali. Et donc, dans un environnement de instabilité, ça peut également justifier l'incertitude. Et puis après, c'est également la communication que nous-mêmes on a construite, notamment sur la dimension sécuritaire. Beaucoup de gens ont eu peur de la tension sécuritaire qu'il y a eu autour du jeu. C'est une perception qui s'est construite à la fois sur l'affaire Mobondo à Kwamaluku, sur la psychose qu'il y a eu autour des questions sécuritaires. Et même si nous en interne nous ne sentons pas ça, mais d'autres perçoivent cette menace sécuritaire et ça peut justifier que certains ne viennent pas. Et d'ailleurs même beaucoup de délégations ont annulé également pour des raisons sécuritaires. Voilà. Pascal, vous avez le même avis par rapport à l'absence, parce que beaucoup de gens estiment que la RDC ne doit pas compter sur ses voisins, hein, surtout ceux qui sont francophones. Mais le jeu n'est pas clair. Lorsqu'on cite déjà Congo-Brazzaville, même si j'avais aimé le point de vue du ministre de la Communication, Patrick Muyaya, lorsqu'il dit que
le président congolais d'en face n'est pas obligé, en tout cas, d'aligner sa politique diplomatique, n'est-ce pas, à notre souffrance ou à nos problèmes, parce que ce sont deux pays différents. Et donc, nous ne pouvons pas croire que, parce que nous avons des problèmes avec tel pays, et donc, obligatoirement, Congo-Brazzaville ne peut pas avoir des relations avec ce pays-là. Au moins, nous voyons qu'il y a quelques problèmes qui se posent. Et là, c'est bien entendu avec les pays membres de la francophonie, parce que ce soit Congo-Brazzaville, que ce soit le Rwanda, et d'autres pays, bien entendu, je ne les vois pas, dans le cadre de la République démocratique du Congo, prendre fait et cause pour nous défendre. Et quand je prends, si j'évoque souvent la France, c'est parce que je vois que, et lorsqu'il faut lire d'autres ouvrages, lorsqu'il faut suivre quand même ceux qui font la sécurité, leur point de vue, et vous vous rendrez compte que, et tous disent clairement que ce que nous connaissons, très spécifiquement à la partie Est, c'est la France à la base. Et si réellement c'est la France à la base, je ne vois pas comment nous devons à chaque fois continuer à avoir des yeux doux face à la France. Et je suis en train de voir ce qui se passe par exemple au Niger et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et suivez les points de vue, on vous dit clairement qu'il s'agit là de l'opposition manifeste contre la France. Et ce qui justifie les différents coups d'État, parce que la population ne supporte plus la domination de la France. Autant qu'elle fait pour ces partis-là, autant la France fait également sur plusieurs pays de l'Afrique centrale. Et l'élan que ces pays, ou les pays africains prennent aujourd'hui, c'est de s'émanciper, de se dédouaner de cette emprise française. Et voilà pourquoi, à travers la francophonie, moi je pense qu'il s'agit d'une stratégie de la France pour continuer à avoir la même mise sur les pays africains. Alors, faut se retirer. Donc, de ce point de vue, je dis, on peut quelque part aussi dire, en tout cas, et d'ailleurs, ça aurait été aussi une autre occasion parce que nous sommes la plus grande nation francophone. En termes de superficie. On pouvait aussi dire non, par exemple, à la francophonie, c'est un exemple que je prends, dire non dans plusieurs initiatives de la France pour imposer la France à comprendre que nous, République démocratique du Congo, nous sommes plus importantes que d'autres pays que la France soutient et qui marchent sur la République démocratique du Congo. Ça peut être un message qu'on peut lancer à ce pays-là, la France, à pouvoir comprendre qu'à ce jour, si elle rate, si elle manque, si elle perd la République démocratique du Congo, elle risque de perdre toute l'Afrique. Et voilà, elle doit cette fois-là avoir intérêt de créer de bonnes relations avec la République démocratique du Congo pour avoir l'emprise totale sur l'Afrique. Mais au moins, je dois vous le dire maintenant, c'est que les Africains ont ouvert les yeux. Moi, je m'oppose. Ça, c'est mon point de vue personnel. Bon, quant à l'image, je ne vois pas comment on ne peut pas saluer. Parce que lorsque les caméras ont été bronquées, je crois que c'est le monde entier qui a vu ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. L'image a changé, ça c'est positif, là il n'y a pas de débat. Beaucoup sont venus, ils ont vu, ils ont découvert notre pays, ça c'est une bonne chose. Les infrastructures que nous avons construites, ça c'est une bonne chose. Mais au nom de la France, c'est là où moi je m'oppose simplement. Voilà pourquoi je dis, moi je ne suis pas d'accord avec la France. Je ne suis pas d'accord avec la francophonie. Et à un certain moment, je me dis, mais est-ce que nous sommes obligés aujourd'hui de continuer à parler même le français? On peut poser une réflexion. On peut avoir une révolution. Et se dire, en tout cas, stop. Quand le Rwanda a tenté de s'opposer à la langue française, les Français ont été les premiers à s'agenouiller pour aller tout confier au Rwanda aujourd'hui. Et pourtant, quand vous allez au Rwanda, le français n'est plus parlé par la majorité. Les gens parlent l'anglais. Voyez-vous? Mais alors pourquoi la France confie toutes les responsabilités au Rwanda, qui l'a tourné le dos, mais nous, qui l'avons donné la poitrine, mais la France nous tourne le dos?
Moi, le cas, il faut qu'on puisse revoir notre politique. Ah oui, mais je pense qu'on peut Monsieur Pascal lance un débat qui est très, très pertinent, mais qu'il faut aller en profondeur. Il faut déjà rappeler que la guerre que nous avons connue à l'Est, ce n'est pas la France. Il faut que les Congolais nous prenions le courage de regarder la vérité en face. La guerre qui nous a été amenée par les Anglo-Saxons. La guerre est partie de la Tanzanie, parce que Museveni, qui est anglo-saxon et qui n'est pas francophone, est parti de la Tanzanie. Et de la Tanzanie, la guerre est entrée en Ouganda par le Rwanda, et par le Rwanda au Congo. Cette guerre a été menée par les Anglo-Saxons. Et les pays sont connus. Nous prenons le courage, comme Congolais, de regarder nos vrais ennemis. Si vous vous rappelez très bien, les Français étaient aux côtés du maréchal Mobutu. À Kisangani, ce sont les mercenaires envoyés par la France qui ont tenté de sauver Kisangani. L'initiative du maréchal Mobutu d'essayer d'amener des casques bleus, un cordon sécuritaire humanitaire pour garantir la frontière entre le RDC et le Rwanda, lorsque les réfugiés ont traversé, a été soutenu par la France, et le commandant qui a été choisi était canadien d'origine francophone, pour déployer un cordon de garde des casques bleus pour sécuriser la frontière. Malheureusement, au moment où on devait déployer, les camps Mugunga ont été attaqués et la guerre a été lancée. Donc, revoyons l'histoire et redonnons à chacun sa responsabilité. La guerre au Congo est une guerre menée par les Anglo-Saxons. Et nous connaissons les États anglo-saxons, il faut lire Onana, il faut lire Ngwanda, il faut lire Pierre Péan, Carnage en Afrique centrale. Il y a énormément de temps qui ont écrit. La guerre au Congo a été amenée par les Anglo-Saxons. Maintenant, le Congo est au milieu de la guerre d'influence entre la zone anglophone et la zone francophone. Nous sommes en pleine guerre qui ne dit pas son nom, une guerre d'influence. Oui, si aujourd'hui francophonie vient, c'est parce que les Français estiment qu'il faut garder le Congo dans un précaré qui est un précaré français. À cause de richesse, hein. À la fois richesse, à la fois rayonnement. En fait, la francophonie, le français, c'est de la profondeur stratégique. La France n'est pas une puissance économique en Europe, elle n'est pas une puissance militaire. La première puissance économique en Europe, c'est l'Allemagne. La première puissance militaire, c'est pas la France non plus. Donc, c'est l'Angleterre, qui a quitté l'Europe maintenant. Et donc, la France n'est ni puissance économique en Europe, ni puissance militaire en Europe. La France est une puissance culturelle, par rapport à son rayonnement avec sa langue et la profondeur stratégique, ce que l'Afrique lui donne. Ensuite, les pays comme le Mali, le Niger, c'est très différent du Congo. C'est des précarés français qui lui servent de zone d'intérêt. Nous ne sommes pas un précaré français. Nous sommes une zone d'influence ouverte à tout. Il y a l'influence belge, il y a l'influence française, il y a l'influence anglo-saxon. Il y a maintenant de plus en plus l'influence chinoise. Et donc, nous sommes un pays ouvert à plusieurs zones d'influence. Et c'est notre grande difficulté aussi, parce que nous subissons cette guerre d'influence de beaucoup de zones. Aujourd'hui, avec l'EAC, l'Eastern African Community, nous sommes tirés vers la zone anglophone. Donc le problème, ce n'est pas quitter la francophonie et aller vers l'anglophonie, parce que ce sera une autre zone d'influence avec notre rapport de force. Le problème, c'est comment nous, comme État, nous définissons nos intérêts stratégiques et nous l'alignons dans les différents groupes où nous participons. Et c'est mal défini. Nous avons un sérieux problème. Nous parlons de Brazzaville, par exemple. Mon frère a lancé un débat sur Brazzaville. Mais quels sont les intérêts économiques de Brazzaville à Kinshasa? Il y a quelques années, dans les passés, Brazzaville bénéficiait du courant électrique qui venait d'Inga et qui servait à alimenter Brazzaville. Depuis, Brazzaville a construit son barrage électrique. Et Brazzaville ne dépend plus de Kinshasa. Quels sont les intérêts économiques que Brazzaville a chez nous? Il n'a plus d'intérêt. Quels sont les intérêts économiques de Brazzaville chez nous? Comment nous travaillons pour maintenir Brazzaville, qui est notre voisinage rapproché, dans l'intérêt stratégique du Congo? Nous faisons quoi? Il y a un projet pont-route-rail que nous avons nous-mêmes combattu parce qu'il met à mal le projet de Banana, qui aurait pu faire dépendre économiquement Brazzaville à Kinshasa et donc garantir notre stabilité par l'économique également à Brazzaville. Mais nous n'en construisons pas. Nous pensons que les autres doivent avoir pitié de nous. Il n'y a pas de pitié entre les États. Il n'y a pas de pitié et il ne faut pas attendre que Brazzaville ait pitié de nous parce qu'on est problème avec le Rwanda. Brazzaville doit être à notre côté. Ce n'est pas comme ça entre les États. C'est des intérêts et nous devons être capables de dire voici comment nous construisons l'intérêt de Brazzaville. En contrepartie, nous garantissons ceci. Voici comment nous construisons l'intérêt avec la France. Et si nous ne construisons pas ça, c'est de la pensée stratégique. Si nous ne construisons pas ça, nous pensons qu'on doit nous aimer. On doit nous aimer pourquoi? Parce que nous sommes Congolais. On doit nous aimer. Par solidarité. Ça n'existe pas. Par solidarité dans le groupe. Ça n'existe pas. Winston Churchill a posé la base de ce qu'il dit. Entre les États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Seuls les intérêts sont éternels. Seuls les intérêts sont éternels. Nous devons apprendre à construire des intérêts partagés. Si on ne construit pas ça, nous pouvons beau pleurer, nous n'aurons pas d'amis parce qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Merci, mais les Jeux de la francophonie ont quand même uni les Congolais. Lorsqu'on voit par exemple le message du cardinal Ambongo qui dit que ces Jeux de la francophonie sont un moment de joie immense et de fierté légitime pour tout un peuple. Oui, quand même l'unité autour...
les sports initient toujours les gens parce qu'il n'y a aucune raison de s'opposer lorsqu'on parle de sport. Je crois que ce moment, en toute sincérité, nous a fait oublier quand même nos rivalités. Ça, il n'y a pas de débat là-dedans. Mais moi, je pense qu'on peut se révolutionner. On peut créer une révolution. Ce n'est pas parce qu'on a défini un ordre tel que, bon voilà, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Tchad, les SSI, ainsi de suite. Nous qui n'avons pas été, malheureusement, colonisés directement par la France, d'autres ont été colonisés directement par la France. Et voilà, vous devez parler la langue française, vous devez faire ceci, vous devez avoir le comportement français, vous devez avoir la culture française, vous devez tout dépendre de la France. Et parce que ça a été défini ainsi dans le passé, et nous devons garder ça pour l'éternité. Il n'y a pas un moment où on peut se dire, stop, on crée notre paradigme, parce qu'il s'agit de notre avenir, nous décidons autrement. Je crois qu'on peut le faire. En vertu de quoi nous devons aujourd'hui garder, par exemple, le français comme langue officielle. Et avec toutes les difficultés possibles aujourd'hui. Dans la compréhension, dans la définition des concepts normalement, et dans la dépendance absolue. Parce que nous sommes acculturés. Dans la révolution, je pense qu'on peut se dire un jour, en tout cas stop, pour notre indépendance, pour notre liberté, pour notre émergence, pour notre développement, nous pensons que nous sommes mieux, en tout cas, nous organiser avec les atouts internes, les atouts culturels pour avancer. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est dans la dépendance absolue. Quand vous parlez déjà la langue de quelqu'un, vous êtes dans sa culture. On doit arrêter avec vous êtes dans son imitation. Regardez même la manière dont nous parlons. Nous imitons les Français. Nous ne serons jamais les Français. Voyez-vous? Et donc, c'est une question de réflexion, une question pertinente. En tout cas, il faudrait qu'on crée encore de réflexion là-dedans. Parce que cette dépendance ne nous permettra pas le développement facile. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Parce que tout ce que nous faisons doit être dessiné d'abord par les Français. Vous devez poser un tel acte pour atteindre tel objectif. L'objectif ultime, c'est les Français. Ils regardent à quel moment nous allons arriver à tel point et ils nous orientent à partir de maintenant. Ils peuvent nous tergiverser pendant longtemps et même sans arriver à ce point-là. Parce qu'il s'agit de sa volonté. Mais lorsque nous faisons selon nos volontés, notre propre vision, avec nos connaissances, nos cultures, indépendamment de la culture des autres, il y a facilité d'aller directement dans le Mais pour avoir cette indépendance, Pascal, ce ne sera pas... c'est cela le problème. C'est cela le problème. Oui. Il faut définir beaucoup de paramètres. C'est comme ça que je parle de la révolution. Il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer la mentalité. Madame Gisèle, il y a un débat intéressant qui l'ouvre. C'est un débat intéressant. Les panafricains, ils aiment bien ça. C'est un débat intéressant sur le culturel. Parce que la politique repose sur le culturel. Mais ce n'est pas un débat de langue. Parce que si on veut résumer le culturel à la langue, alors on fait un faux débat. Parce que la Chine, qui est la puissance économique montante, parle anglais. Hein. Les Chinois parlent anglais. Et ça n'empêche pas les Chinois de se développer. Les Nigeria, qui est l'un des pays en puissance en Afrique, parle anglais. Ça n'empêche pas les Chinois, les Nigérians de se développer. Je ne parle même pas de l'Afrique du Sud qui parle anglais. C'est-à-dire qu'il y a un débat culturel, sur le fond culturel, sur lequel il faut étudier le débat. Le fond culturel, c'est notre organisation du pouvoir, notre rapport à l'environnement, notre rapport à nous-mêmes et aux stratégies de développement. Et à comment nous implémentons le développement, qui est profond à faire, et un débat sur la langue. La langue, ce n'est pas la langue qui développe, je suis désolé. Parce que les Japonais, ils parlent anglais, hein. Ils parlent japonais aussi, mais ils parlent anglais. Ça n'a pas empêché les Japonais de se développer. Donc, mais lui, ça plus sur la dépendance. Oui, la dépendance, ce n'est pas au niveau, c'est notre incapacité, je dis bien le mot, à notre incapacité à nous penser nous-mêmes. Notre problème, c'est notre incapacité à nous penser nous-mêmes et à utiliser les pensées des autres pour nous développer. Ça veut dire, prenons un exemple simple. Nous avons le jeu de la francophonie qui se tient, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que pour alimenter les athlètes, il faut que les restaurateurs soient français et que toute la commande économique est rentrée en France parce que le Congo est incapable de nourrir 4000 athlètes. Ça veut dire que nous n'avons pas pensé, nous comme État, que nous allons recevoir 4000 visiteurs et que l'une des retombées de la francophonie qui est économique, c'est-à-dire nourrir les athlètes, il faut préparer, pas seulement les bâtiments,
préparer un service de restauration en prenant par exemple tous les grands restauranciers de Kinshasa, de le mettre à niveau pendant 4 ans pour qu'ils soient capables de gagner cette partie économique. Qui nous a pensé de penser comme ça? Personne. Donc nous on n'a pas pensé que, à part construire les bâtiments, il y a des enjeux économiques derrière et qu'on peut récupérer ça en nous mettant à niveau et répondre à ça. On n'a pas pensé ça. Mais comme les autres ont pensé à notre place, les autres nous ont dit, ok, prenez les jeux, mais restauration, ça rentre en France. Vous voyez? Et donc, le gain économique qu'on aurait pu retirer est rentré à Paris. Ça, c'est nous-mêmes en termes de... On a appris que même autre chose, c'est l'organisation, ça dépendait... Même mais si nous ne sommes pas capables, nous, de nous penser, c'est-à-dire c'est nous qui devons dire, voici nous au Congo, on veut le jeu, ok. Comment nous pensons, nous Congolais, garder la nourriture? Comment nous pensons, nous Congolais, garder l'agence de l'image? Comment nous pensons, nous Congolais? Nous, on ne pense pas comme ça. Notre problème, c'est la pensée. Et si nous n'avons pas une pensée endogène, nous avons la pensée des autres. C'est pas uniquement... Alors, on parle d'infrastructure, Pascal, on ne peut pas s'éterniser sur ça. Non, c'est très important. Ça, c'est une question importante. On court derrière le temps, oui. Mon frère, la langue, c'est un instrument de domination. C'est un instrument d'imposition. Je suis d'accord. Et quand vous parlez, vous citez le Japon, vous citez la Chine, le Japon a développé sa langue. Je suis d'accord. Le japonais. Et vous allez en Chine, ils parlent le chinois. Je suis d'accord. Et l'anglais vient comme une langue de deuxième niveau. Et voilà. Mais c'est pas la seule raison. Nous avons exhibé quelle langue. Nous, plutôt, le contraire, nous mettons au premier plan la langue des autres et la nôtre vient après. Et voilà pourquoi nous sommes dans la dépendance absolue. Si on les fait comme les autres, je pense que beaucoup de choses changeraient. Vous citez le Nigeria. Moi, j'étais dernièrement ici à Abuja, j'étais à Lagos. C'est ça le développement? Oui, là, à Abuja, il y a un petit changement parce que c'est une nouvelle ville, on a construit. Mais quand vous allez à Lagos, et quand vous quittez Lagos, vous allez dans d'autres villes, petites villes, et il y a développement au Nigeria? Rien du tout. N'est-ce pas? Les conditions sont différentes par rapport en République démocratique du Congo, ça c'est vrai. On ne peut pas parler du développement au Nigeria. J'ai été dans plusieurs villes au Nigeria, je ne sais pas parler de développement. La belle ville au Nigeria, c'est Abuja. Monsieur Pascal, vous pensez que nous détournons l'argent parce qu'on parle français? On est tous dépendants de est-ce que nous volons l'argent au Congo parce que nous parlons français? Non. Là, c'est autre... Et d'ailleurs, si vous allez revivre ce que Mobutu avait dit la fois passée, il a dit qu'il nous a amené la corruption. Le concept de corruption, nous, on n'en avait pas. Comment mais oui, Mobutu l'a dit. Comment ça? Il le disait. La corruption, c'est une donne importée. Non. Donc, il y a un comportement à travers la langue que nous avons adopté, qui n'est pas dans notre ADN. Et voilà pourquoi aujourd'hui, même les détournements, vous les dites, parce que simplement... Moïbi, c'est pas en français. Non, mais... S'il vous plaît. Moïbi, c'est pas en français. Ça veut dire que dans notre culture, Moïbi Azali, c'est pas en français. Faut pas que nous cachions notre incapacité à nous penser, à nous refonder sur la langue uniquement. Je suis d'accord sur le débat de la culture, que la culture est un élément de développement. Je suis d'accord qu'il faut repenser culturellement notre organisation politique, je suis d'accord. Mais en faire les facteurs du sous-développement de l'Afrique, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un prétexte que les Africains prennent parce que nous volons l'argent, c'est pas par cause des Français. Nous volons l'argent. Quand on dit Moïbi, c'est fort, mais quand on dit corruption, on embellit un tout petit peu ça. Moïbi, on n'entre pas dans ces débats-là. Voilà, corruption. Vous pouvez savoir dans toutes les langues. Moïbi, ça existe. C'est culturel. La corruption à Lingala, c'est quoi? C'est culturel. La corruption à Lingala, c'est quoi? S'il vous plaît, Pascal, on prend un autre sujet. Là, on parle du taux de dollars. Hein. On a vu dans le marché d'échange, on parle de 23, mais curieusement, les prix des denrées restent inchangés. Quelle analyse vous faites, Christian Moleka? L'analyse, déjà, c'est que nous avons une inflation qui est assez permanente. Déjà, en début d'année, en 2022, nous avions un taux d'inflation annuel qui était à 9%. Les projections pour 2023, c'était l'inflation à 13%. Mais si vous regardez le rapport de la Banque mondiale, parce que la Banque centrale qui fait des rapports hebdomadaires, nous avons fini la semaine du 22 juillet avec une inflation à 16%. Ça veut dire que nous avons même dépassé les prévisions qui ont été faites en début d'année. Nous sommes à 16%. Maintenant, le gouvernement a mis en place des politiques restrictives. J'ai vu qu'il a élevé les taux directeurs qui ont, de manière assez conjoncturelle, impacté le taux sur les marchés. Mais ce n'est pas assez conséquent sur les prix. Ce n'est pas assez conséquent sur les prix, parce que si vous prenez, tous les Congolais consomment les mégas, si vous allez sur les réseaux acheter les mégas, vous verrez que les mégas, c'est toujours à 2800. Ça n'a pas changé. Si vous allez dans les supermarchés,
vous allez également voir que dans tous les supermarchés à Kinshasa, le taux il est resté en haut. Ça veut dire qu'il y a un grand travail à faire. Soit il faudrait, soit les opérateurs économiques n'ont pas confiance à ces leviers politiques conjoncturels qui est momentané et passager qui pourrait remonter. Et donc, ils ne sont pas alignés sur ce que le gouvernement a fait. Et donc, il faudrait que le ministre de l'économie lance des inspecteurs pour vérifier que la structure de prix respecte les aliments monétaires qu'il faut. Soit alors, c'est un effet de poudre. Ça veut dire on joue sur les taux en injectant des billets sur les marchés sans que réellement, d'un point de vue économique, ça ait de l'impact de la structuration de ce que nous faisons. Je rappelle quand même que nous sommes à la fin du mois et que l'État a beaucoup de choses à payer, y compris les charges des agents. Est-ce que ce n'est pas un jeu parce qu'on est à la fin de la fin du mois et qu'on va payer les gens et qu'après la paye, tout va remonter? Donc, il y a peut-être des spéculations qui sont faites et ces jeux de spéculation ne sont pas durables parce que ça n'impacte pas le pouvoir d'achat en termes de réduction du prix, que ce soit dans la télécommunication ou dans le supermarché. C'est quelque chose qui paraît à ce stade encore très superficiel et il ne s'inscrit pas dans la durée. Maintenant, ça crée l'incertitude pour les commerçants. Parce que quand vous avez acheté des prix, des denrées au prix les plus élevés et que vous avez commencé à le vendre, qu'il faut le vendre à un prix le plus bas, ça crée du manque à gagner et donc beaucoup de commerçants peuvent, face à l'incertitude, arrêter de vendre. Là encore, ça va créer d'autres problèmes. Donc il faudrait soit inscrire la démarche dans la durée et deuxièmement, que les gouvernements, si la mesure s'inscrit dans la durée, d'utiliser les inspecteurs de commerce pour pousser les acteurs économiques à revenir sur le taux réel et permettre à ce qu'il y ait ce gain de pouvoir d'achat par la baisse des prix des denrées alimentaires. Parce qu'à ce stade, les prix n'ont pas encore Dans la mesure n'est pas efficace. Elle est conjoncturelle. Jusque-là, elle paraît passagère. Mais on voit si ça va s'inscrire dans la durée. Et voyons voir comment l'État fait pour que les opérateurs rejoignent la dynamique. Parce que le plus important, c'est pas que le dollar, et ça c'est un jeu d'image, c'est pas que le dollar baisse, c'est que les prix de consommation baissent. Si les prix de consommation ne baissent pas, eh bien, les gens vont avoir $1 sur les tableaux qui coûtent moins cher. Donc, vous allez changer à 21. Mais quand vous allez acheter, moi, d'ailleurs, hier, j'ai eu une grande discussion avec un type qui tient un shop parce que je suis venu chez lui. Il m'a changé la monnaie à 21. Mais quand j'ai voulu acheter les mégas chez la même personne, il a voulu me vendre du méga à 28. Je lui ai dit, bon, vous me changez à 21, mais quand je dois acheter les crédits chez vous, vous me vendez vous-même le crédit à 28. Maintenant, le dollar, il est à 21 ou à 28. Oh non, bisoté, réseau non bakicité, pour tout cela qui débat, na réseau qui n'ont. Donc, vous voyez ça, moi j'ai perdu en pouvoir d'achat. Ça veut dire, j'ai acheté plus cher, alors que j'ai gagné moins en termes de devises. Et donc là, on n'a pas érodé le pouvoir d'achat, on va encore enfoncer davantage les Congolais de la pauvreté. On dit que ce sont des mesures à court terme, Pascal Ouonje, effet francophonie, c'est-à-dire le commun des mortels. Non, je fais mienne les analyses de Moleka parce que c'est cela la réalité en fait, mais je veux seulement souligner que l'inflation est ressentie dans plusieurs pays. Et c'est dû à la guerre de l'Ukraine. Même intensité qu'en RDC. Bon, c'est pratiquement la même chose. Je suivais même au Nigeria, dont on parlait ici pas longtemps, j'ai suivi, c'était le matin, c'est inquiétant. Et dans plusieurs pays aussi autant. Et ce qui se fait chez nous, je souhaite observer un peu, parce que moi-même je suis un peu pessimiste. Je ne crois pas que ce sont des effets durables. Je vais voir dans le temps comment ça va donner. Mais simplement, je doute fort parce que qu'est-ce qu'on a proposé en contrepartie pour qu'on soit en mesure de maîtriser cette inflation. Et je déplore toujours, la production chez nous est quasiment zéro. J'interpelle souvent certains ministères. Sur votre plateau, j'interpellais dernièrement ici le ministre de l'Agriculture. Je ne sais pas, son prévalu c'est quoi dans le gouvernement? Je parlais du ministre des petites et moyennes entreprises. Son prévalu c'est quoi dans le gouvernement? Je parlais du ministre des Commerces extérieurs. Bon. Alors, maintenant, lorsque leurs prestations ne sont pas convaincantes, il est difficile qu'on trouve solution à cette question d'inflation. Ça, c'est de mon point de vue. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que nous avons proposé. Et du coup, comme ça, on trouve solution. J'ai doute fort, mais je veux observer. Prises sur instruction du chef de l'État. Là, c'est conjoncturel.
Je veux laisser le temps, je vais observer. Si ce sera ainsi, ce sera une bonne chose pour tout le monde. Je pense que bon, on va jubiler, tout le monde sera content. Parce que je vous disais ici, l'aspect qui ternit l'image de réalisation du chef de l'État, c'est cette question d'inflation. Si on avait trouvé déjà solution à cette question, en tout cas, je ne sais pas si on aurait une majorité des Congolais qui s'opposeraient à ces réalisations depuis qu'il est au pouvoir. C'est simplement cette question. Et parce que le social pour le Congolais, c'est trouver solution à cette question. Pas ailleurs pour les Congolais. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, je veux observer, je veux attendre. Je donne le temps pour moi, au moins ça peut prendre combien de 2-3 temps? semaines. 3 semaines. Après 2-3 semaines, Si je vais tirer pas. des conclusions. Et si ce sera une bonne chose, alors on va acclamer. Mais sinon, je suis Mais en dans train la de ligne craindre, où les comme a choses- analysé Moleka, il ne faudrait pas que on a les dollars, vous changez, vous avez les francs congolais, mais quand vous voulez acheter encore autre chose, mais c'est plus que c'est que vous avez changé. Ça ne sert à rien à ce moment-là. C'est nous qui serons plus les perdants. Voyez-vous? Donc j'observe, mais sinon je salue que ça est comme ça. Si on peut descendre jusqu'à 20, on va applaudir. Même plus que ça, oui, Christian Voilà, Moleka. justement, pour abonder un peu sur ce que disait mon frère Pascal, c'est que nous avons toujours tendance à parler de l'inflation qui importée de l'Ukraine. C'est une des solutions, c'est l'une des causes. Mais il faut remonter un peu plus longtemps. C'est-à-dire que durant la période de Covid, tous les pays du monde, y compris le Congo, nous avons arrêté la production, mais nous avons continué à supporter les charges publiques. Ça veut dire Gombe était fermé, beaucoup d'entreprises avaient un régime bas avec des personnels réduits, mais l'État a continué à supporter les charges. Et nous avons recouru à la planche à billets. C'est-à-dire, pendant l'année 2020 et 2021, l'État congolais a recouru énormément à la planche à billets qui a entretenu l'inflation. Et puis, on a continué la planche à billets jusqu'en 2022. Et ligne de cause de notre inflation, c'est la planche à billets. Ça veut dire faire de la création monétaire pour couvrir les charges de l'État, alors que dans l'économie réelle, on ne crée pas cette richesse-là. Et si nous voulons mettre un terme à l'inflation, il faut déjà arrêter la planche à billets. Il faut revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire la dépense caisse, dépenser sur base de ce que nous avons dans la caisse et ne pas faire de la création monétaire. Ça, c'est une responsabilité de l'État congolais. Ensuite, on parle de l'Ukraine, mais vous savez, on a fait un beau débat ici sur la culture. L'Ukraine importe le blé en Afrique. Ça veut dire les Africains qui veulent avoir l'indépendance mangent les blés africains. Alors qu'il y a des céréales africains, le sorgho, le mil, produits en Afrique, mais les Africains préfèrent consommer du céréal importé. Ça, le vrai débat de la culture. Ça veut dire, beaucoup de pays ont décidé, le président de la République en avait parlé, par exemple, de remplacer la farine par la farine de manioc, pour que nous ne dépendions plus de l'importation. Mais où est-ce que nous en sommes après ces décisions du gouvernement de réduire la part du blé et remplacer par le manioc, de sorte que nous ayons une production intérieure et que nous ne dépendions plus de l'importation? Ce sont des questions alimentaires et donc culturelles qui entrent dans l'économie et qui construisent l'indépendance alimentaire de l'Afrique. Ça veut dire, si demain, par exemple, le Congo décide, nous n'allons plus importer le blé ukrainien, nous allons prendre les pondés, parce que nous avons du pondé chez nous, et nous allons faire du pondé, cette farine-là qui remplace le blé. Là, nous aurons réussi le combat culturel. Donc, le problème, ce n'est pas de nous plaindre uniquement de l'inflation importée, c'est de trouver des solutions internes. Et le gouvernement a une grande responsabilité. Parce que, comme a dit Pascal, la production interne. oui, mais quand on a dit restez chez vous, restez chez vous voulait aussi dire produisez chez vous. Et tous les pays qui ont connu la Covid ont commencé à réfléchir sur comment on remplace la dépendance des importations en masques, en gaz, par une production locale. Qu'est-ce que nous, au Congo, depuis qu'on a fini la Covid, on a tiré comme leçon de la période de Covid? Nous avons pensé à rien. À rien, nous ne pensons pas. Ça Et veut dire que nous n'avons pas fini. pensé à reproduire chez nous et donc à sortir de cette dépendance-là des inflations importées. Si cette politique s'inscrit dans la durée, je pense qu'il faut qu'on interpelle aussi maintenant le ministre de l'économie pour qu'il développe la politique maintenant de la stabilité de prix. Pour équilibrer. Sinon, ce ne sera pas avantageux pour beaucoup de gens. Donc il faudrait maintenant que, à travers ces services, ils soient à mesure d'équilibrer les $10, par exemple, au taux qu'on change, autant pour les prix qui seront fixés. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de déséquilibre. Mais si
on laisse les choses dans leur état maintenant. C'est encore le calvaire. Je crois que ce ne sera pas une bonne chose pour le pays. La population souffre davantage. Voilà. Merci Pascal Orondje, merci à Christian Moleka, merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque, merci à l'équipe technique, merci au coach Doudou Montieri, merci à Strak Ngimbi qui nous a accompagnés. Madame, Monsieur, nous nous retrouvons mercredi avec le même plaisir. Au revoir.